Ce document a été tourné par le FBI. Il est le résultat spectaculaire de plusieurs mois d'enquête. Regardez bien cet homme. Sur ce parking de New York, il va déposer un paquet sur la banquette arrière de ce véhicule. Dans le sac, une importante somme d'argent destinée à l'achat d'une grosse quantité de cocaïne. Ce que ne savent pas les dealers, c'est que l'homme en t-shirt blanc est un policier, alors qu'il pensait qu'il était l'un des leurs. En fait, il les a piégés. Des opérations de ce type, le FBI et les services de lutte contre la drogue en réalisent des dizaines par an. À l'origine de ce service d'infiltration, l'agent spécial Bob Lille. S'infiltrer, c'est prendre une autre identité. C'est jouer la comédie pour gagner la confiance d'un truand. Ce qu'il faut réussir, c'est arriver à le mettre suffisamment à l'aise pour qu'il parle de ses activités criminelles. Ces informations sont enregistrées sur cassette audio, parfois vidéo, de manière à disposer d'une conversation compromettante. On pourra alors l'utiliser quand l'affaire passera en justice. Au service des agents d'infiltration, un matériel ultra sophistiqué qui leur permet de filmer n'importe qui, n'importe où. On peut installer n'importe quelle caméra dans ce détecteur de fumée. Le détecteur peut être placé au plafond ou sur un mur. Vous pouvez voir le résultat sur un écran et enregistrer par exemple toute une transaction entre des trafiquants de drogue. Ceci est un objectif, un micro-objectif avec un grand angle. Ce qu'il faut faire, c'est passer cette tige au travers d'un mur. Elle est très fine. Et comme cela, on peut voir ce qui se passe dans la pièce voisine. L'objectif a un angle de rotation de 30 degrés, ce qui permet à l'opérateur de la manipuler comme il veut lorsqu'il regarde à travers le mur. On peut ainsi balayer toute la pièce de droite à gauche. C'est grâce à ce matériel très sophistiqué que le FBI était parvenu à confondre le maire de Washington. En janvier 90, Marion Barry loue une chambre d'hôtel où il retrouve une amie. Des heures durant, ils sont filmés. La femme, qui travaille en fait en secret pour le FBI, lui propose une dose de crack. Marion Barry mord à l'appât. Tout est filmé, y compris les toilettes. Lorsque les agents du FBI estiment avoir assez de preuves, ils investissent l'appartement. Le maire est arrêté. Des arrestations comme celle-ci sont bien sûr spectaculaires, mais elles ne représentent que la partie visible de la lutte menée contre le trafic de drogue. L'agent Mike Levin, pendant de longues années, a été le meilleur agent d'infiltration de la DEA. À son actif, 3000 arrestations. On doit être accro au danger, et je l'étais. En fait, je n'ai pas connu un seul agent qui n'adorait pas le danger. Sans cet aspect pervers de la personnalité, ce n'est pas la peine de vouloir travailler dans l'infiltration. La peur se communique dans le regard, par chaque pore de la peau, par le langage du corps. À la minute où l'on commence à transpirer de peur, le pire peut arriver. Des gens se font tuer ainsi, de telle sorte qu'on joue en permanence avec sa vie. Dans cet appartement new-yorkais, 2 agents d'infiltration se font passer pour des acheteurs de cocaïne auprès d'un vendeur colombien. Au moment où ils se décident à l'arrêter, le Colombien sort son arme. Il est abattu de 2 balles. La scène sera ensuite analysée au ralenti. Si vous portez une arme et que vous la tenez cachée, ça ne sert pas à grand-chose. Ce que vous devez faire, c'est passer des heures et des heures à visualiser les pires circonstances au cours desquelles cette arme pourra vous sauver la vie. J'avais l'habitude de porter mon arme à la cheville pour pouvoir dégainer plus vite. Mais j'ai dû travailler des heures et des heures pour arriver à dégainer en moins d'1 seconde.
C'est ici, en Virginie, dans l'école du FBI de Quantico, l'une des meilleures écoles de police du monde, que sont formés les agents qui, demain, infiltreront le milieu. Qu'ils soient hommes ou femmes, ils y subissent un entraînement physique très poussé. Ils savent que face à des mafieux qui n'ont rien à perdre, ils ne devront compter que sur eux-mêmes, sur la rapidité de leurs réflexes, sur leur capacité à analyser le danger en une fraction de seconde. Évidemment, ils sont entraînés à savoir comment réagir, comment parler, comment manœuvrer et surtout comment se sortir de situations difficiles. Ils apprennent à mentir, à raconter des histoires, bref, tout ce qui peut les protéger, tout ce qui peut éviter un affrontement. Très souvent, ils sont équipés d'un micro-émetteur afin que quelqu'un puisse enregistrer leurs conversations et savoir ainsi s'ils sont en danger. Il y a un certain nombre de mots codés. S'ils sont utilisés, cela veut dire « venez à mon secours ». Testing 1, 2, 3, 4. La pire chose que je pouvais porter sur moi, c'était un émetteur. S'ils avaient découvert cet émetteur grâce à un détecteur, j'étais un homme mort. Donc vous n'utilisiez pas d'émetteur. Je n'utilisais rien, absolument rien. Je n'utilisais que mes dons d'acteur, un point c'est tout. Rien, il n'y a rien d'autre que vous puissiez faire. Un agent d'infiltration qui entre dans ce boulot doit réaliser que rien ne peut le protéger, que personne ne peut l'aider. C'est parfois, mais la plupart du temps, la seule chose qu'il y a entre vous et la mort, c'est votre talent d'acteur, rien d'autre, absolument rien d'autre. Plus que de talent, c'est de témérité hors du commun dont il faut parler quand on évoque la mission réalisée par l'agent Joe P. Stone. Cet homme, pendant 6 ans, s'est fait passer pour un mafiosi sans jamais être démasqué. 6 ans durant lesquels il a vécu dans l'ombre du mafieux Sonny Black. Quand j'ai commencé cette mission, c'était la première fois dans l'histoire que quelqu'un infiltrait d'aussi près le milieu de la mafia, tant dans leur vie quotidienne que dans le domaine de leur activité criminelle. La seule chose qui m'est réellement choqué, c'est lorsqu'un gars avait fait quelque chose de mal et qu'on vous demandait de le tuer. Vous pouviez être son meilleur ami. Vous pouviez le fréquenter depuis 20 ou 25 ans. Vous connaissiez probablement sa femme, ses enfants, sa mère, son père, mais ça n'avait plus d'importance. Vous aviez ce contrat et vous étiez responsable de son élimination. Une fois le gars abattu, c'est comme s'il n'avait jamais existé. Après, vous sortiez, vous habilliez et vous alliez dîner. Et même quand il y avait la veillée funèbre, vous y alliez et vous présentiez vos condoléances à la famille. Sonny Black m'avait donné un contrat, 2 contrats pour tuer 2 gars de la mafia. C'est l'une des raisons pour lesquelles le FBI a mis un terme à ma mission. Grâce à l'extraordinaire moisson d'informations amassées pendant 6 ans par Joe P. Stone, grâce également à son témoignage important devant les tribunaux, la mafia new-yorkaise a été partiellement décapitée par le FBI. Son chef, Ruggiero, jeté en prison, ce qui vaudra à Joe P. Stone d'être condamné à mort par la mafia. Ruggiero m'a promis une chose. Lorsqu'il sortira de prison, il me retrouvera et me tuera. Vous connaissez les termes exacts de ce contrat? À l'origine, le contrat était de 500 000 $. C'était un contrat ouvert, c'est-à-dire que n'importe quel mafieux devait me tuer. Aujourd'hui encore, Joe P. Stone vit traqué. Lui et sa famille sont obligés de se cacher quelque part aux États-Unis. Il sait que jamais la mafia ne lui pardonnera. Pour les taupes du FBI ou de la DEA, le meilleur moyen d'infiltrer le milieu reste les indiques. L'arrestation d'un dealer leur donne l'occasion de provoquer des vocations. Là encore, pour l'agent secret, il s'agit de jouer un jeu.
Les règles se résument en un mot, la menace. Vous arrêtez un dealer. Et là, vous le retournez comme une crêpe pour qu'il devienne un ennemi dans son propre camp. Vous lui dites, on te tient, et si ce n'est pas toi, ce sera ton père, ta mère ou ton meilleur ami qui paieront. Si tu ne m'aides pas, je vais te jeter en prison. Mais je ne vais pas seulement te mettre en tôle, je vais te mettre dans le quartier de la prison où il y a tous les obsédés sexuels. Des gars qui n'ont pas vu une femme depuis des années. Et en moins de 24 heures, tu vas devenir la Miss America des taulards. Ou alors, tu travailles pour moi. C'est aussi simple que cela. C'est dingue comme c'est rapide de retourner quelqu'un, c'est vraiment dingue. C'est là qu'on fait la différence entre les hommes et les gamins. Passé maître dans l'art d'infiltrer les milieux les plus fermés de la drogue, Mike DeVille s'était rendu en Thaïlande où il avait été mis en contact avec l'un des principaux réseaux de trafic d'héroïne. Il avait même obtenu de pouvoir se rendre dans leur quartier général à Chiang Mai, en pleine jungle. Mais l'opération avait dû s'arrêter là. Washington avait refusé de suivre Mike DeVille. Le gouvernement américain, mon agence, m'ont refusé l'argent que je demandais pour acheter la drogue. Je me suis retrouvé à mentir tous les jours aux trafiquants de drogue chinois, à inventer n'importe quoi pour leur expliquer que je n'avais pas l'argent et donc que je ne pouvais pas les accompagner à Chiang Mai. À cause de l'inertie de mon gouvernement, je me suis retrouvé à ce moment-là à perdre tout le capital confiance que j'avais mis des mois à constituer. Ce n'est que des années plus tard que j'ai compris pourquoi on m'avait interdit d'aller à Chiang Mai. Ces deux gros trafiquants de drogue étaient protégés par la CIA. La guerre contre les trafiquants de drogue vous permet d'aller jusqu'à un certain point, mais pas au-delà. En d'autres termes, on voulait bien que je m'en prenne à des petits trafiquants, mais pas aux gros bonnets. Aux amis, entre guillemets, de la CIA, sous prétexte qu'ils étaient anticommunistes ou je ne sais quoi. Après l'échec de cette opération, Mike DeVille a démissionné de la DEA. Avec le recul, il estime avoir eu beaucoup de chance au cours de sa carrière. Le trafiquant de drogue qui décèle le plus petit écart dans votre comportement peut vous soupçonner tout de suite d'être soit un agent secret, soit un indicateur. Sa première conclusion, c'est qu'il doit vous tuer tout de suite. Car si vous restez en vie, lui, il passera le reste de sa vie en prison. Et cela arrive tout le temps. Everett Hatcher était une de nos taupes. Un jour, il a voulu acheter quelques grammes de cocaïne. Le type en face de lui venait de faire 8 ans de prison pour homicide. Il était en liberté conditionnelle et faisait du trafic. On ne saura jamais quel faux pas a fait notre homme, mais le type l'a tué. Mort, sans semonce, sans un mot. Juste une balle dans la tête. La lutte menée aux États-Unis contre la drogue par quelques 3000 agents spéciaux a tout aujourd'hui d'une vraie guerre, avec ses morts. 155 d'entre eux ont été tués l'an dernier en mission. Face à la détermination de quelques hommes qui risquent chaque jour leur vie, ces deux chiffres. En 10 ans aux États-Unis, la consommation de cocaïne a augmenté de 1376%. La drogue représente aujourd'hui en Amérique un marché de 50 milliards de dollars.